assez exécrable. On s'est beaucoup posé de questions ce matin, mais bon, il se trouve que Paris va bien. La banlieue, c'est peut-être un petit peu plus dur, donc il nous manque certainement nos amis de banlieue. Je te déconseille de te mettre là à cause du ventilateur. Tu t'en fous, d'accord. C'est ton problème. Il y a la barbe qui te protège, t'as raison. Donc, on va commencer par quelques petites annonces. C'est ça? Oui. Oui. Voilà. Alors, au point de vue calendrier des événements intéressants de ce mois-ci, eh bien, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ne pas oublier samedi prochain la 7e Star Party de Triel. Le thème cette année, c'est l'univers des particules. Donc, il y aura 2 conférences sur ce sujet. Il y aura aussi un peu de matos. Vous allez, pour ceux qui n'en ont jamais vu, il y aura une chambre à brouillard. Hein, ça vous rappellera peut-être quelque chose, ceux qui ont été poursuivis par les études. Ça sera très intéressant. Évidemment, il y a les stands de toutes les associations de la région parisienne. Et si le soir, le ciel est clément, ben on pourra faire quelques observations. Hein, donc, n'oubliez pas ça. Je vous rappelle aussi le nouveau cycle de conférences à l'IAP sur sciences et religion. D'ailleurs, je crois que notre ami Jean-Pierre Luminet va nous faire quelque chose sur le maître dans 2-3 mois, comme ça, en juin. Et ce mois-ci, c'est pourquoi le ciel des Grecs se meut-il circulairement? Je suis sûr que vous vous posez tous la question, et ben vous aurez la réponse, peut-être. Alors, la suivante. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, commission de cosmologie de la SAF pour les gens de la SAF. Nous avons le plaisir de recevoir le samedi 23 mars Frédéric Bourneau du CEA qui va nous parler de la formation des galaxies. Et puis vous voyez tout le reste. Hein. La prochaine conférence de l'IAP, c'est notre amie Suzy Collin qui va nous parler ou reparler un peu ce qu'elle avait fait il y a un mois sur le principe anthropique. Et je crois qu'elle sera accompagnée de sa collègue Christiane Villain. Suivante. Donc ça, c'est l'affiche de la Star Party. J'ai trouvé cette petite annonce, cette petite comique sur le boson de Higgs assez intéressant, assez amusant. C'est quoi ton nom? Boson de Higgs, encore un nom à particules. Hein? C'est pas mal. Malheureusement, c'est pas de moi. La suivante. Alors, voilà le programme de la fin de l'année scolaire, hein, puisque vous savez qu'on est des scolaires, on est adapté à l'année scolaire. Donc la prochaine conférence mensuelle, ça sera Jean-Michel Halimi du LUT, qui va nous parler, alors là, d'un sujet tout à fait différent, qui va nous parler des simulations d'univers. Ça va être trapu, ça va être très intéressant. Ensuite, Mathieu Gounel du MNHN va parler de météorites. Et le 12 juin, c'est André Braic qui va clore la saison. Et je vous promets qu'il essaiera de ne pas parler de Saturne. Ça a été dur. J'ai longuement négocié avec lui. Alors, vous voyez, le mot Saturne n'apparaît même pas dans le titre. Bon, il y a quand même anneau dedans. Donc... Et pourtant Saturne, bravo. Hein, donc, on verra. Hein. Alors, par contre, la fin de l'année est déjà programmée. En septembre, ça sera Yves Sirois qui va nous parler du boson de Higgs et du LHC. En octobre, ça sera François Bouchet qui nous donnera les premiers résultats de Planck. En novembre, David Elbaz qui nous parlera de Herschel. Et en décembre, c'est Jacques Provisier qui parlera d'un sujet dont on parle assez peu, de radioastronomie et de comètes. Alors, la suivante. Ça, c'est les adresses que vous connaissez. Vous savez que la dernière conférence de David Valsgabo est maintenant disponible en vidéo, grâce à notre ami Laurent Donge, ici présent, qu'on remercie à chaque fois. Donc, si vous allez sur le site, vous cliquez, vous allez directement sur la vidéo. Et ce soir, donc, nous accueillons Jean-Pierre Luminet, qui est difficile à présenter, tout le monde le connaît, astrophysicien, poète, musicien. Il a un site super, c'est celui-là, donc pour ceux qui ne connaissent pas. Sinon, c'est facile, vous tapez Luminet dans Google, vous tombez dessus tout de suite.
Et il a écrit de nombreux ouvrages, donc évidemment celui-là que vous pouvez vous fournir ce soir, mais surtout, moi j'aime beaucoup Les bâtisseurs du ciel. Eh bien, vous avez peut-être remarqué qu'il a un petit problème au poignet droit. Eh bien, en fait, il y a quelques semaines, il s'est transformé en météorite qui a fait une mauvaise rentrée dans l'atmosphère, il est tombé de l'estrade. Voilà, donc j'espère, il lui reste un poignet, j'espère que ça ne sera pas pour ce soir. Je lui passe la parole. Voilà, bonne soirée. Oui, bonsoir à tous et merci d'être venus par ce temps à ne pas mettre un astéroïde dehors, même si ça s'est quand même pas mal amélioré par rapport à hier soir. J'espère que vous pourrez rentrer paisiblement chez vous en fin de soirée. Oui, donc comme vous l'a dit Jean-Pierre, non, d'habitude je donne mes conférences debout, donc aujourd'hui vous m'excuserez de la donner assise, puisque c'était il y a 10 jours, je donnais une conférence sur les chutes de météorites et emporté par mon sujet, j'ai basculé dans l'estrade de cette hauteur et je me suis fracturé le poignet. Bien. Donc ce soir, je vais vous parler un peu de météorites, mais pas trop, parce que vous avez une belle conférence très prochainement avec donc, un chercheur du muséum. Donc je vais surtout vous parler des astéroïdes, comme vous le voyez. Alors, je préfère mettre un point d'interrogation à la Terre en danger plutôt que le titre brut du livre. Voilà. Quand on pense à notre belle planète bleue dans le système solaire, on pense souvent à tout un ensemble de problèmes qui concernent un petit peu notre planète, notre environnement, dont on parle beaucoup. Paradoxalement, la plupart de ces problèmes, on ne sait pas faire grand-chose, ou on n'arrive pas à trouver d'accords internationaux pour remédier à beaucoup de ces problèmes-là. Donc évidemment, moi je vais replacer tout de suite la Terre dans son véritable contexte astronomique. La Terre, c'est ça, c'est-à-dire c'est un point, un objet, parmi des milliards d'autres objets qui appartiennent à ce qu'on appelle le système solaire, qui est essentiellement constitué d'un vaste nuage en fait, de cailloux, de roches, amalgamés de glace et de poussière, qu'on appelle le nuage de Oort. Et en fait, le Soleil et les planètes ne sont que la partie extrêmement interne du système solaire. Et donc on a une énorme machine constamment en mouvement qui, au cours du temps, finit par interagir. Et donc aucun corps du système solaire n'est évidemment isolé du reste, et donc il reçoit des coups, des impacts de ses voisins. On estime que la Terre, donc, dans son environnement actuel, reçoit environ 100 000 tonnes par an de météorites. Oui, donc la Terre reçoit environ 100 000 tonnes par an de météorites, essentiellement sous forme de micrométéorites. Je trouve qu'il n'y a pas une très très bonne définition là, de l'écran. Normalement, vous devriez voir quelque chose sur le nuage de Oort. Bon, moi je ne vois pas. Oui, vous le voyez, c'est pas juste peut-être de côté alors. Oui, d'accord. Donc ça, c'est une micrométéorite typique dont vous voyez que la taille ne dépasse pas 10 microns. Hein, 10 millionièmes de mètre, donc c'est tout petit. Donc ça, c'est à peu près donc, 90%. Et puis, on estime chaque année à peu près quelques milliers de pierres de plus d'1 kilogramme. Et puis, de temps en temps, comme on va le voir, quand on va remonter le passé, il y a évidemment des chutes beaucoup plus importantes. Donc voilà, les chutes ordinaires de pierres de quelques kilogrammes. Et puis, évidemment, des pierres plus importantes qui provoquent donc des cratères d'impact, comme ce fameux météore cratère en Arizona, sur lequel je reviendrai brièvement tout à l'heure. Alors, je suis là dans la partie météorite, donc brièvement, tout de même, je veux dire que la science des météorites est assez récente, c'est-à-dire la reconnaissance que ces pierres tombent réellement du ciel et ne sont pas, comme on l'a cru pendant des siècles, des roches terrestres emportées par les vents, les cyclones, les tempêtes, etc. Tous les phénomènes que l'on regroupait d'ailleurs sous le nom de météores. Voilà. Et donc il a fallu attendre la fin du XVIIIe siècle pour que ce savant, qui s'appelait Ernest Chladni, fasse l'hypothèse que les météorites étaient d'origine extraterrestre en comparant un certain nombre de météorites, enfin de pierres qui avaient été trouvées dans différentes régions
avec des compositions très abondantes en fer et en nickel, dans des régions où il n'y avait pas précisément de minerais de fer et de nickel, donc ça lui avait mis la puce à l'oreille, si l'on peut dire. Et puis il a fallu attendre une chute qui s'est produite près du village de l'Aigle, en Normandie, donc ça porte le joli nom de la chute de l'Aigle, c'était en 1803, pour que, vous voyez ici quelques fragments de cette météorite, de la chute de l'Aigle, dont le champ de dispersion, vous le voyez ici, dans cette carte de l'époque, puisque l'Académie des sciences avait décidé de résoudre cette controverse au sujet de l'origine des météorites, en envoyant notamment l'un de ses plus brillants savants, Jean-Baptiste Biot, qui, après donc toute une série d'études et de comparaisons, et avec d'autres analyses chimiques faites par d'autres, a bel et bien confirmé l'origine extraterrestre de la météorite de l'Aigle. Alors d'autant que, vous voyez les dates, 1803-1804, pour ceux qui connaissent, et je suis sûr que quasiment tout le monde d'entre vous le sait, c'est la date où on commence à découvrir ce qu'on appelle ce qu'on appelait au début les petites planètes, qu'on appelle aujourd'hui les astéroïdes, c'est-à-dire